Les étudiants du nouveau logement universitaire R+1 d'Akat ont manifesté jeudi en raison de la pénurie d'eau et de la faible tension électrique dans leur bâtiment. Bien que leur bâtiment ait été déclaré aux normes, ils estiment que la réalité ne correspond pas à cette affirmation. La ville de Thomasin est plongée dans l'obscurité depuis hier et sans eau. Un incendie avait endommagé hier les câbles électriques de liaison de la Tirama à la Ferrerie et un autre incendie a brûlé ce matin la machine centrale qui assure la distribution électrique à travers toute la ville. Dans l'actualité internationale, Ursula von der Leyen a été réélue jeudi par les députés européens à la tête de la Commission européenne, ouvrant la voie à une continuité des principales institutions de l'Union européenne. Les étudiants du nouveau logement universitaire d'Akat dit aux normes ont manifesté aujourd'hui en raison de la pénurie d'eau et de la faible tension d'électricité dans leur bâtiment. Selon eux, les conditions de vie dans le bâtiment ne correspondent pas à ce que l'on entend par aux normes. Nous manifestons parce que nous n'avons pas accès à l'eau et à l'électricité de manière adéquate dans les logements R+1. On nous avait promis que notre résidence serait conforme aux normes, mais nous manquons même d'eau pour nos besoins sanitaires et pour la cuisine. De plus, l'alimentation électrique n'est pas suffisante. Si plusieurs personnes utilisent un ordinateur en même temps, le disjoncteur saute. Cela perturbe nos études, car l'électricité coupe à chaque fois que nous essayons de faire nos devoirs et nos travaux. Les bâtiments R+1 sont les nouveaux bâtiments de couleur orange et violet en bas. Selon les explications, les revendications de ces étudiants ne cesseront que lorsque les problèmes seront résolus. Nos revendications sont claires. Nous demandons une alimentation électrique stable, capable de répondre à nos besoins en tant qu'étudiants, ainsi qu'un approvisionnement en eau efficace pour nos besoins sanitaires et domestiques. La manifestation de ces étudiants s'est déroulée globalement de manière pacifique, mais elle a perturbé la circulation aux alentours. Malgré ce, les forces de l'ordre sont intervenues et se sont rendues sur place. Thomasin est dans le noir. Les perturbations dans l'approvisionnement en électricité durent depuis 3 jours, mais se sont intensifiées hier. Une coupure générale de l'électricité est survenue, ce qui a également affecté l'approvisionnement en eau depuis hier après-midi. L'incendie des câbles électriques de liaison de la Tirama à la Verrerie, qui achemine l'électricité depuis Voulbé, Enelec et Tamatave 4, est à l'origine de cette situation depuis hier après-midi jusqu'au matin. Le directeur général de la Tirama s'est rendu sur place pour évaluer la situation de près. On espérait un rétablissement progressif de l'électricité et de l'eau dans les quelques heures suivantes, mais cela ne s'est pas concrétisé, car peu de temps après le départ du directeur général, et alors que les techniciens effectuaient des tests, une épaisse fumée a rempli la salle de contrôle principale. La machine qui assurait la distribution électrique de toute la ville avait complètement brûlé et doit maintenant être remplacée selon les explications. Par conséquent, l'obscurité persiste à Thomasin et l'approvisionnement en eau de la Tirama reste interrompu. Des files d'attente se forment au point de vente d'eau potable, tandis que les petites entreprises, dans l'incapacité financière d'utiliser des groupes électrogènes ou des équipements solaires, déplorent de grandes difficultés. Il est impossible de déterminer exactement quand l'électricité et l'eau seront rétablies. Les autorités semblent encore chercher des solutions. En parallèle, alors que les problèmes de bourse et de logement à l'université de Barikadim demeurent non résolus, les coupures d'électricité et d'eau ont exacerbé la colère des étudiants. Malgré les efforts des forces de l'ordre pour maintenir le calme, des jets de pierre entre ces derniers et les étudiants ont éclaté hier soir et se sont poursuivis aujourd'hui.
Ces derniers, qui dépendent de l'électricité pour cuisiner et de l'eau fournie par la Jirama pour leurs besoins quotidiens, sont particulièrement affectés par la situation actuelle. Si les problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité ne sont pas résolus rapidement, on craint que des manifestations puissent également éclater dans les rues. 6 compagnies aériennes ont reçu l'autorisation de l'aviation civile de Madagascar pour effectuer des vols commerciaux dans le pays, à savoir Madagascar Airlines, Transocean Airways, Madagascar Transair, Sky Service, GS Aviation et HFF Travel Airways. Cette décision vise à répondre à la demande accrue attendue pendant la haute saison touristique. Bien que cette mesure puisse bénéficier aux touristes, elle pourrait également avoir un impact négatif sur les opérateurs locaux. Pour le secteur du tourisme, l'autorisation des vols commerciaux pourrait partiellement résoudre certains problèmes, mais pas tout. La question demeure, est-ce que cette initiative signifie que l'on va négliger la réhabilitation des routes nationales? Si les opérateurs doivent se tourner vers les avions, est-ce que cela suffira à répondre aux besoins, notamment en termes de capacité pour accueillir le nombre croissant de touristes? Actuellement, même avec 40 000 à 44 000 visiteurs, 6 avions pourraient ne pas être suffisants. Le pire est que la négligence des autres infrastructures pourrait affecter le développement économique dans tous ses aspects. L'exploitation du transport aérien ne devrait pas uniquement bénéficier au secteur du tourisme. Cette situation pourrait engendrer des conflits entre les différents opérateurs économiques. Face à cette situation, les opérateurs touristiques se demandent si cette décision ne résulte pas du fait que les autorités ne prévoient pas dans un futur proche la réhabilitation des routes nationales. Dans ce cas, les personnes ordinaires qui dépendent des routes nationales continueront de souffrir de leur mauvais état, n'ayant pas les moyens de prendre l'avion. De plus, des questions se posent concernant la concurrence entre les entreprises de transport, notamment en ce qui concerne les prix des billets et la qualité des services offerts aux clients. Par ailleurs, cette décision est-elle en accord avec le plan de réhabilitation de Madagascar Airlines? La compagnie pourra-t-elle rivaliser avec ces compagnies privées? Le retard de Madagascar dans l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD, pour 2030 est une honte pour le pays aux yeux du monde. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui un économiste, soulignant que les dirigeants manquent de vision claire pour atteindre ces objectifs. Les indicateurs publiés par les organisations internationales sur la pauvreté à Madagascar, tels que l'indice de développement humain du PNUD pour 2023-2024, témoignent de cette situation. Selon cet indice, Madagascar se classe 177e sur 193 pays, soit parmi les derniers. L'IDH, conçu pour mesurer le développement du capital humain d'un pays, montre une dégringolade évidente dans le cas de Madagascar. Selon cet économiste, le développement humain est indissociable de la réalisation des ODD. L'atteinte des ODD par la politique de développement du pays nécessite encore des efforts considérables. Nous nous trouvons au dernier rang, même si d'autres pays sont encore derrière nous. Sans calcul, il est manifeste, à travers les réalités quotidiennes, que cet indice est très bas pour Madagascar. Le développement du capital humain n'est pas correctement mis en œuvre dans le pays. Des efforts doivent être entrepris dès la base pour élaborer une politique de développement du capital humain efficace. Cela commence par comprendre les réalités et les besoins à la base. Madagascar fait partie des 193 pays engagés à atteindre les 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. Parmi les défis à relever, il reste encore un long chemin à parcourir pour promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous, selon le Rajna syndical. Dans notre pays, chacun ressent, et pas seulement nous au Rajna syndical, que les dirigeants se trompent dans leurs priorités. Ils privilégient le prestige au détriment de ce qui est réellement prioritaire pour le développement. C'est là le cœur du problème. Les dirigeants n'initient aucune action concrète pour promouvoir ce qui est essentiel au développement. Au lieu de cela, l'accent est mis sur le prestige.
les fêtes et divertissements en tout genre. Cela est surtout préjudiciable pour le secteur du travail, comme nous le répétons souvent au Ranjana syndical, en négligeant la protection sociale des travailleurs et tous les aspects liés au monde du travail. Aucun pays ni économie ne peut se développer. Rappelons que la politique générale de l'État repose sur 3 piliers, comme annoncé dans le discours d'Anjanville à la fin de l'année dernière, dont le renforcement du capital humain, la promotion de l'industrie et de la transformation économique, ainsi que l'amélioration de la gouvernance. Mais 6 mois plus tard, la population malgache continue de vivre dans une pauvreté extrême. La priorité donnée à l'amélioration des conditions sociales du peuple n'est pas évidente. Les apparences et le paraître des dirigeants ont la part belle. Un père de famille d'Akindounen, dans le Fuktananjantukan, commune d'Anzuzurbi, a été kidnappé hier après-midi aux alentours de 17h15. Les ravisseurs ont envoyé un SMS de demande de rançon s'élevant à 8 millions d'AGH, peu après, vers 17h. Il avait des affaires à régler à Anzurbi. Les gens l'ont vu rentrer chez lui peu avant le coucher du soleil, à environ 45 minutes du village. Il a été aperçu pour la dernière fois, mais les gens l'ont perdu de vue après une petite vallée. Vers 19h, les Daal ont envoyé un SMS pour annoncer qu'ils le détenaient et ont exigé 8 millions d'ariars pour sa libération. Les forces de l'ordre sont descendues sur les lieux ce matin. Cependant, aucune action n'a pu être entreprise car aucun lieu de remise de la rançon n'a été désigné et l'identité de l'expéditeur du SMS reste inconnue. En attendant, le village de la personne enlevée est placé en confinement. Personne n'est autorisé à entrer ou sortir. C'est la première fois qu'un enlèvement se produit dans notre village. Les forces de l'ordre ne peuvent que rester en attente aux alentours. Le village est désormais considéré comme une zone rouge et personne ne peut entrer ni sortir. Ce n'est pas le premier cas d'enlèvement dans cette zone, ni dans le district d'Anzuzurbi. Des cas similaires ont également été signalés à Akasbe et dans les environs. Cette affaire illustre que les enlèvements n'ont pas été entièrement maîtrisés malgré les efforts des forces de l'ordre. En général, la persistance de tels cas est liée aux difficultés économiques et à la pauvreté que subit la population. Une situation exacerbée par le manque de travail et qui pousse certains à recourir à des actes criminels. Les dirigeants et les citoyens ont chacun leur part de responsabilité. Trente ans après la victoire de Nelson Mandela et l'abolition de l'apartheid, le chemin vers la paix en Afrique reste encore ardu, a déclaré le représentant de l'Union africaine, actuellement en visite à Madagascar. Il souligne que sans la paix, il n'y a pas de développement. Il reste encore beaucoup à accomplir et la consolidation de la paix nécessite l'engagement actif des jeunes, selon ses explications. La paix, oui, nous dirons il y a des challenges. Nous dirons il y a des challenges et le combat, c'est vrai. On fait tout pour qu'il y ait la paix au niveau des pays africains. C'est vrai, il y a quelques challenges, mais en tout cas, c'est le souhait pour que cette paix règne en Afrique. Sans cette paix, l'Afrique ne pourra jamais se développer. Mandela a lutté pour la paix. Mandela a lutté pour l'intégration, pour la cohabitation pacifique entre les peuples. À notre niveau, au niveau de l'Union africaine, par exemple, ce qui ferait, disons, plaisir à Mandela aujourd'hui, c'est de continuer à cultiver cette paix. Et à notre humble avis, cette paix ne peut se cultiver sans l'implication de la jeunesse. À partir de l'éducation, pour nous, en tout cas, c'est de mettre les jeunes, la jeunesse, au cœur du développement en Afrique. Et ce développement-là ne peut aller sans la paix. Donc pour moi, les jeunes doivent être au centre de notre combat. Rappelons que les principaux axes de la lutte de Nelson Mandela en Afrique étaient l'égalité humaine, l'égalité entre noirs et blancs, la liberté et la justice. Ce combat lui a valu le prix Nobel de la paix en 1994. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de devenir président de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est aujourd'hui un des pays qui se démarque sur le continent africain.
Sa lutte devra servir de modèle pour tous les pays. C'est pourquoi le 18 juillet a été désigné comme le Mandela Day, ou Journée internationale en mémoire de Nelson Mandela. La liste provisoire des bénéficiaires de la carte de presse professionnelle sera publiée le 26 juillet prochain, a annoncé aujourd'hui la porte-parole de la Commission centrale paritaire de l'Ordre des journalistes. Les critères de sélection pour l'attribution de cette carte restent inchangés par rapport aux précédentes éditions. L'OJM a reçu jusqu'à présent environ 240 demandes qui sont en cours de traitement. Pour cette quatrième et dernière vague de délivrance des cartes de presse, nous avons reçu 240 dossiers provenant d'Analamang et d'autres régions. Nous sommes actuellement en pleine phase de sélection et les cartes seront délivrées prochainement. Toutes les demandes sont examinées selon plusieurs critères inchangés. Les candidats doivent détenir un diplôme en journalisme ou avoir 3 ans d'expérience au sein d'un organisme de presse. Cet organisme doit disposer d'un site officiel. Les journalistes ayant soumis une demande de carte de presse ont 21 jours pour vérifier l'exactitude de leur nom et de leurs informations après la publication de la liste provisoire. La carte de presse professionnelle comprend une cotisation de 20 000 laviages.